Extraordinaire. Vraiment, merci beaucoup, Anat. C'est très émouvant de vous écouter ce soir. Effectivement, donc, dans quelques minutes, là, à 18h40, donc, on va dire vers 20h à peu près, l'État d'Israël va rentrer dans ce qu'on appelle la commémoration officielle du Yom HaShoah, dans une période, comme vous l'avez dit vous-même, qui est tellement incroyable. Et aujourd'hui, je prends la parole non pas en tant que directeur de Qualitas, c'est pas tellement ça qui est intéressant, mais on m'a demandé, en fait, depuis maintenant 1998, ça fait donc plus de 20 ans maintenant que moi-même je guide en Pologne, je suis guide à Yad Vashem, j'accompagne énormément de gens, des jeunes, des moins jeunes, des juifs, des non-juifs, soit ici à Yad Vashem en Israël, soit en Pologne. Et très souvent, on me pose la question de savoir finalement pourquoi c'est tellement important cette mémoire de la Shoah, pourquoi il faut s'en rappeler. Vous avez ici ramené une sorte de contre-pied, c'est-à-dire que vous parlez de tristesse pour justement, non pas la tristesse pour être triste, mais la tristesse pour apprendre quelque chose, pour essayer d'être plus joyeux. Et ce qu'on va faire justement maintenant avec tous vos élèves, hein, ici, donc on est en coopération avec la mairie de Tel Aviv, avec l'Ulpan de Tel Aviv de Kalita, avec la mairie de Tel Aviv. Je suppose qu'il y a beaucoup de vos élèves qui vous suivent 2 fois par semaine dans cette Ulpan. Et l'idée dans les prochaines minutes, c'est d'essayer de leur présenter finalement, que j'essaye de leur présenter humblement, finalement pourquoi c'est tellement important cette journée, pourquoi ce Yom HaShoah c'est tellement important et pourquoi finalement se rappeler de la Shoah. Parce que on pourrait finalement se dire que peut-être qu'il ne faudrait pas se rappeler de la Shoah. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, il faut regarder vers l'avant, il faut regarder l'avenir, il faut être joyeux, il faut essayer de construire. Donc finalement, à quoi ça sert quelque part? Ça peut paraître bizarre, mais à quoi ça sert de se rappeler de la Shoah? Est-ce qu'on a envie de constamment d'être triste et de se rappeler des gens qui sont morts et qui sont plus là? C'est pas véritablement la philosophie du peuple juif, et pourtant c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors pour pouvoir faire ça, donc j'ai préparé, on va dire, une petite présentation qui s'appelle les piliers de la mémoire, qui va essayer d'expliquer finalement à tous nos auditeurs aujourd'hui de savoir finalement véritablement quelle est la philosophie qui se cache derrière la transmission de la Shoah, derrière la journée du souvenir de la Shoah, derrière le Yom HaShoah, et pourquoi c'est tellement important. Pour pouvoir expliquer ça, je vais commencer puisque Anat le fait très bien en ivrite, alors on va essayer de le dire en français. Mais il y a quelque chose dans la tradition juive qu'on dit 3 fois par jour et qui s'appelle le Shema Israël. Et donc tout le monde connaît, hein, c'est peut-être le texte le plus, on va dire, connu de la tradition juive, Shema Israël, Adonai Elenu, Adonai Echad. Et là-bas, on explique après plusieurs choses. Et au verset 7, on va le dire en hébreu, Veshinantam levanecha vedibar tabam, veshiftecha bevetecha uvlertecha vaderech, uvshorvecha uvkumecha. Donc on nous dit que les paroles de la Torah, que les paroles de la tradition, on doit les enseigner aux enfants, on doit enseigner ça dans la maison, on doit enseigner ça quand on va en voyage, on doit enseigner ça quand on se couche, on doit enseigner ça quand on se lève. Et quelque part, pour ceux d'entre nous qui ont un peu lu des livres de Shoah dans notre vie, alors en général, plus ou moins les gens qui s'intéressent ont lu le journal d'Anne Frank, ont lu un peu Elie Wiesel et ont lu un peu Primo Levi. Et Primo Levi a écrit un livre très très connu qui s'appelle Si c'est un homme, Ezeu Adam en hébreu. Il a écrit ça en italien d'ailleurs, en 1947, juste après la Shoah. Et l'introduction de son livre, c'est un poème. Et la deuxième partie du poème, c'est ce que vous voyez ici sur l'écran avec la souris, là je vous montre. La deuxième partie du poème, finalement, Primo Levi nous dit les mots suivants. N'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas, gravez ces paroles dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-le à vos enfants. Et lorsqu'on lit ça, on a véritablement l'impression, alors d'un côté, Primo Levi était quelqu'un qui disait qu'il ne croyait pas en Dieu, mais d'un autre côté, lorsqu'il parle du modèle, de la façon dont on doit se rappeler de la Shoah, et plus que c'est son introduction à ce livre qui est tellement connu, Si c'est un homme, il nous montre bien que le modèle d'enseignement et le modèle du souvenir, c'est le même modèle que le schéma Israël. Ça veut dire que, et ça a été très fort dans vos paroles à vous, Anat, c'est-à-dire que même pour les rescapés de la Shoah, qui après la Shoah ont peut-être pas voulu garder la tradition juive et continuer à pratiquer la religion. Pour certains d'entre eux, la tradition était quand même très présente, c'est-à-dire qu'ils pouvaient pas, même si les gens étaient parfois même en colère contre Dieu, forcément ça existait. Ben, comme l'a d'ailleurs dit Elie Wiesel, il a dit on peut vivre avec Dieu, on peut vivre contre Dieu, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. Ça, c'est pas possible. Alors, on peut être un peu fâché, mais on ne peut pas vivre sans. Et je pense que Primo Levi a été quelqu'un qui a été proche de ce modèle éducatif. Euh,
Une autre chose beaucoup plus moderne que Primo Levi, j'espère que ça va marcher également au niveau technique, c'est ce qu'on appelle en Israël, enfin pas qu'en Israël, dans le monde entier, il y a une émission très connue qui s'appelle The Voice. Donc tout le monde connaît cette émission où il y a des gens qui viennent chanter, qui viennent montrer comment ils chantent bien et puis ils essaient de gagner ce concours de chansons. Et quand on m'a demandé de parler ce soir et qu'on m'a dit que Anat également allait parler et que je sais que Anat, en fait, elle apprend l'hébreu en chanson, je me suis dit il faut également faire écouter une chanson. Et il y a quelques années, il y a eu une scène à The Voice qui est incroyable, que je vais montrer tout de suite, j'espère que ça va marcher, avec d'un côté, dans les stars qui écoutent les chansons, un chanteur qui s'appelle Aviv Geffen, qui est un chanteur très connu en Israël, qui, je pense, doit être athée. Je ne pense pas qu'il croit en Dieu. En tout cas, il est complètement, comme on dit en hébreu, chiloni. Il n'est pas du tout pratiquant, peut-être même athée. Et puis, il y a eu un concurrent qui était, comme vous allez le voir, le contraire, c'est-à-dire avec une grande kippa et des tzitzit, et qui a chanté une chanson qui est très intéressante. Alors, on va regarder un peu ensemble la chanson, et puis après, je vais vous expliquer quel est le rapport très très fort entre ça et le Yom HaShoah. Alors pourquoi c'est tellement intéressant cette histoire? Comme vous l'avez vu tous, on a donc ici une interaction entre deux personnes qui sont complètement différentes. Donc d'un côté, on va pas dire un chiloni parce que Anat a des raisons, faut pas dire chiloni. Donc quelqu'un qui a priori ne pratique pas trop les mitzvot. Et puis d'un autre côté, comme vous l'avez vu, quelqu'un de très pratiquant. Et en fait, pour revenir à notre présentation, cette chanson en fait que vous avez ici, c'est une chanson ici donc que j'ai traduite et qui est également traduite en français. C'est une chanson qui a été chantée à la base par un monsieur qui s'appelle Yehuda Poliker, qui est un des plus grands artistes israéliens, et qui a été écrit par une autre personne qui s'appelle Yaakov Gilad, et qui est quelqu'un de très intéressant d'abord parce que c'est un grand compositeur de chansons, mais qui est aussi quelqu'un qui est le fils d'une dame qui s'appelle Alina Birenbaum, et qui est une des rescapées de la Shoah les plus connues en Israël, qui a été rescapée et du ghetto de Varsovie, et de Majdanek, et de Auschwitz. Et en fait, ce qui s'est passé avec le temps, c'est qu'après de très nombreuses années, elle a dit qu'elle voulait retourner sur ses traces, donc dans les camps de la mort. Et son fils lui a demandé, mais pourquoi tu veux y aller? Et c'est la chanson qu'on a écoutée maintenant. Il lui demande, Le'anat nosat, où tu vas? Pourquoi tu veux aller là-bas? Vers où tu vas? Pourquoi tu veux retourner à Auschwitz? Et il lui dit, Hakol rak efer ve'avak. Là-bas, tu vas retrouver que des cendres et de la poussière. Tu vas rien trouver là-bas. Et c'est une des questions qu'on peut se poser également le jour de Yom HaShoah. Pourquoi c'est tellement important de se rappeler de la Shoah? Peut-être qu'il n'y a que des cendres et de la poussière et qu'on ne devrait pas, se rappeler. Mais je pense qu'une des réponses à ce chant, c'est ce qu'on a vu maintenant dans la chanson. Vous voyez d'un côté donc deux personnes qui sont complètement opposées dans la société israélienne, mais l'un qui, grâce à la chanson, arrive à faire pleurer l'autre, grâce à cette chanson qui est également liée à ce jour de Yom HaShoah. Et c'est peut-être, on va dire, la vision de cette journée-là. Si on peut dire quelle est la vision de ce Yom HaShoah, j'ai choisi comme texte pour vous expliquer quelle est la vision également du souvenir de la Shoah, un extrait qui a été écrit en 1943, une dame qui a été sauvée par des Juifs des Nations et qui plus tard a été directrice du département des Juifs des Nations à Yad Vashem, et qui a écrit en 1943 dans son journal la chose suivante. Elle écrit comme ça: je ne sais pas quand, mais je suis sûr que ce jour viendra, que viendra la victoire, que viendront des jours meilleurs. Alors bien sûr, sans aucune comparaison avec les journées qu'on vit aujourd'hui, parce que c'est incomparable, mais parfois on peut aussi se poser la question de savoir s'il y a des similitudes. C'est-à-dire, finalement, aujourd'hui, quand on vit ces périodes bizarres, le corona, où chacun est chez soi, on ne peut pas sortir, où malheureusement, il y a des gens qui meurent dans le monde entier, on pourrait se poser la question de savoir finalement, alors, qu'est-ce qu'il faut apprendre de ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite? Qu'est-ce qu'il faut faire de ces périodes difficiles, comme l'a dit Anat également? Et là, je passe à la deuxième partie du texte en bas, également en bleu ciel. Je veux que vous érigiez pour nous un monument. Elle dit, ce qui est important finalement à la fin, c'est de faire un monument. Maintenant, nous, quand on voit un monument, on se dit, ça ne sert à rien un monument, c'est une grande statue, etc. C'est peut-être joli, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais elle, forcément, elle parle d'autre chose. Un édifice qui arrivera jusqu'au ciel, un signe qui sera vu par le monde entier, une statue faite ni de marbre, ni de pierre, mais de bonnes actions. Car je crois de toutes mes forces
que seul un monument comme celui-ci peut vous promettre à vous et à vos enfants un avenir meilleur, et qu'alors ne reviendra pas le mal qui a dominé le monde et qui a transformé la vie en un enfer. Et donc, c'est peut-être également ça la vision du Yom HaShoah, c'est-à-dire pas forcément de regarder en arrière, comme on a dit dans la chanson Efer Ve'avak, la cendre et la poussière, mais d'essayer de regarder vers l'avenir. Et pour regarder vers l'avenir, on parle de faire des actions, de faire des bonnes actions, que ça soit au niveau personnel ou que ça soit au niveau général. Et ça, c'est très important, parce lorsqu'on parle de Yom HaShoah, très souvent, alors on dit jamais plus, never again, le olam, le od, toutes sortes de phrases comme ça où on a l'impression, ben c'est bien joli de dire never again. Mais moi, quand je suis assis chez moi à la maison, ou quand je vais au travail, ou quand je suis avec mes enfants, ou avec mes parents, est-ce que moi, j'ai le pouvoir que la Shoah ne revienne pas dans le monde? C'est pas moi qui a ce pouvoir-là. Alors c'est peut-être le Premier ministre, les présidents, les grands hommes de ce monde, mais chacun d'entre nous, finalement, comment on pourrait empêcher la Shoah? Et ça, comment on pourrait empêcher que les choses se passent mal dans le monde? Et il ne faut pas oublier, on en reparlera un peu par la suite, que c'est vrai que la Shoah, c'est 6 millions de Juifs qui ont été exterminés. Mais pour arriver à ça, très souvent on pose la question, mais comment Hitler a fait pour exterminer 6 millions de personnes? C'est pas venu du jour au lendemain. C'est pas Hitler qui vient en 1933 et qui décide maintenant d'exterminer des gens. Ça marche pas comme ça. Il y a des gens qui ont été convaincus au fur et à mesure de ce que faisait Hitler et qui ont décidé de se taire. Et c'est comme ça que presque 10 ans après, un peu moins de 10 ans de son arrivée au pouvoir, en 1941, Hitler a commencé à exterminer le peuple juif. Donc, par rapport à ça, la vision, on pourrait dire à mon avis, du Yom HaShoah, c'est essayer de voir vers l'avenir et de faire des bonnes questions et de faire des bonnes actions. Alors, après la question, lorsqu'on réfléchit à la Shoah, c'est véritablement donc comment on peut peut-être séparer ça en plusieurs pistes de réflexion. Alors, la première piste de réflexion, lorsqu'on parle de Shoah, lorsqu'on transmet la Shoah, souvent on me demande, oui, mais comment on fait pour transmettre la Shoah à des jeunes ou à des moins jeunes, mais surtout à des jeunes? La première chose qui est très importante, si vous décidez de parler, de transmettre la Shoah, même ce soir à vos enfants, ou même demain, à des gens, à des voisins, si vous décidez de leur raconter un peu des histoires, la première chose qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle respecter un processus éducatif. Alors, ça veut dire quoi? Là, je vous amène un peu comme une excursion virtuelle, comme si on était partis maintenant tous ensemble à Auschwitz, sur les traces du peuple juif à Auschwitz. La photo que je montre ici, si on la voit, on voit, David, la photo? Ok, c'est une photo qui a été prise au musée d'Auschwitz. C'est une des vitrines, on va dire, du musée d'Auschwitz. On voit des talitotes, donc des talits, qui ont été pris aux Juifs. Il faut savoir que lorsque les gens arrivaient à Auschwitz, lorsque les Juifs arrivaient à Auschwitz, tout leur était pris, et y compris les talits. Que faisaient les nazis de ça? Tout simplement, ils reprenaient ces talits, ils coupaient les tzitzit et ils se servaient de ces talits, ils les coloriaient, ils les teignaient en noir et ensuite ils s'en servaient comme des couvertures, etc., pour les soldats ou pour des citoyens allemands. Mais il faut savoir que lorsqu'on arrive devant ce genre de vitrine à Auschwitz, forcément, et Anna en a un peu parlé, on se pose parfois la question de savoir, et Dieu dans tout ça? Et lorsque je parle de processus éducatif, c'est très important de respecter le processus de chacun. Chacun dans sa vie vit un processus éducatif. Si on croit en Dieu, ou si on croit que l'homme est bon, il faut surtout pas que lorsqu'on apprend sur la Shoah ou lorsqu'on se commémore la Shoah, il ne faut pas briser ce processus éducatif. Chacun a des valeurs et le Yom HaShoah n'est pas là pour briser les valeurs des gens. Si on croit en Dieu, il faut continuer à croire en Dieu. Si on croit que l'homme est bon, il faut continuer à croire que l'homme est bon. On ne vient pas ici en essayant de tout mettre par terre et dire non, tout ça c'est fini, tout ça c'est du mauvais. Pas du tout. Il faut parfois se poser des questions. On n'a pas tout le temps les réponses, mais même si on n'a pas les réponses, il ne faut sûrement pas briser les valeurs de notre vie. Et c'est la même question, et chacun finalement pourrait se poser la question de savoir finalement, alors pourquoi c'est important de se souvenir de la Shoah? Alors certains vont dire, moi je me souviens de la Shoah parce que je veux apprendre. Il y en a d'autres qui vont dire, je me souviens de la Shoah pour apprendre qui je suis. Il y en a d'autres qui vont dire, non, moi je me souviens de la Shoah, mais je ne sais pas ce que je vais découvrir. Il y en a d'autres parce que c'est important pour les membres de leur famille. Il y en a d'autres parce que c'est important pour le peuple juif, etc., etc. Chacun a un processus éducatif personnel. Et tout est possible. Il n'y a pas des choses qui sont meilleures que d'autres. Il faut être capable de respecter chaque individu lorsqu'on s'intéresse à la Shoah et qu'on décide de transmettre l'histoire de la Shoah. C'est parfois très difficile.
Ce que je vous montre ici, c'est peut-être que parmi les auditeurs, il y a Gérard Soufir qui nous écoute. Et s'il est là, je lui souhaite un bonjour, qui est également un ami commun à Anat. Et sans Gérard Soufir, d'ailleurs, Anat n'aurait peut-être pas enseigné l'ivrite à Kalita. Donc, la photo que vous voyez, c'est une photo qui a été prise il y a très longtemps avec un groupe d'élèves. Et en fait, l'histoire, c'est la suivante, c'est qu'on avait énormément d'élèves, c'était avec l'école Yavne, et on est dans le camp de Maïdanek et on termine la visite, et tout d'un coup, à la fin, on arrive dans l'autobus et on se rend compte, et c'est une histoire vraie, on se rend compte qu'il manque 2 élèves. Il y a 2 élèves qui ont disparu, on ne sait pas où ils sont. On les cherche pendant, peut-être ça a duré pendant au moins 1 heure et demie cette histoire. Et au bout d'1 heure et demie, on les a retrouvées, ces 2 jeunes filles. Elles s'étaient allongées dans l'herbe et en fait, elles avaient décidé de quitter le groupe. C'était trop dur pour elles et elles pleuraient. Et avant d'aller quand même essayer de leur dire que c'était pas très cool d'avoir fait ça au groupe, on a d'abord décidé de prendre la photo. On a pris la photo et d'ailleurs, toutes ces photos-là, ensuite, ont servi à une exposition où, avec ces élèves-là, on a été dans toute la France, avec les élèves de Yavne, faire ce qu'on appelait à l'époque le Tour de France de la mémoire, où on a été à la rencontre d'étudiants et d'élèves non juifs pour leur raconter quelle était la mémoire de la Shoah. Et les textes que vous voyez, c'est également des textes qui, à l'époque, ont été écrits par des élèves. Et là, lorsqu'on parle que chacun passe également ce processus, ce texte-là nous explique bien, et peut-être la photo, on essaye d'exprimer la solitude, la peine. On est seul au monde, dans ce monde si petit, si terrifiant, où l'on perd tous nos repères, toutes nos certitudes, s'isoler pour comprendre. Et c'est également ça le Yom HaShoah, c'est-à-dire que parfois, il faut s'isoler. On l'a lu dans la paracha de la semaine, lorsque Aaron perd ses 2 enfants. Aaron aurait pu se révolter, et puis finalement, il a décidé de s'isoler, de se taire. On dit Vaïdom Aaron, il s'est tué. Et parfois, il faut être capable, dans ce processus personnel également, de se taire. La deuxième chose qui est importante lorsqu'on parle du Yom HaShoah, c'est ce qu'on appelle l'influence identitaire. Je vais parler ici de 3 influences très rapidement. La première, c'est ce qu'on appelle l'identité juive positive. Il y a énormément de personnes, et on verra, je donnerai l'exemple par la suite, qui ont essayé également pendant la Shoah de montrer que l'identité juive pouvait rester quelque chose de positif. On sait très bien que pendant la Shoah, pour beaucoup de gens, c'était devenu quelque chose de négatif, puisque être juif signifiait être persécuté par les nazis, être battu, parfois être déporté, être exterminé. Mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé également pendant la Shoah d'essayer de réfléchir parfois de façon positive et de façon constructive à l'identité juive. La personne qu'on voit ici, c'est une personne qui s'appelle le Rav Ephraim Oshri, et je reviendrai par la suite pour essayer d'expliquer en quoi il a essayé d'apporter également quelque chose de positif à l'identité juive, y compris pendant la Shoah. La deuxième chose, et puisqu'on parle également à des Olim de France, c'est l'identité française. Il y a également, lorsqu'on parle du Yom HaShoah, et lorsqu'on est français et israélien, ou peut-être juif et français, pas forcément israélien, il y a également ce qu'on appelle une identité française, qui est très compliquée d'ailleurs, parce que d'un côté, on sait pertinemment que la France a collaboré avec les nazis, et puis d'un autre côté, c'est ce qu'on voit sur cette photo. En 1995, Jacques Chirac, qui était président de la France à l'époque, après 50 ans, ça a quand même pris 50 ans, a décidé de reconnaître la culpabilité de la France dans la déportation des Juifs de France. Et la photo que vous voyez en haut à droite, c'est la seule photo au niveau historique qui reste de la rafle du Veldiv, la fameuse rafle du Veldiv où plus de 11 000 Juifs ont été déportés durant l'été 1942. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est le vélodrome d'hiver à l'époque, aujourd'hui il n'existe plus, qui était une sorte de stade sportif, avec à l'extérieur, c'est en fait l'extérieur, avec des bus de la RATP, où on avait pris des Juifs, on les avait donc parqués dans le vélodrome d'hiver pour ensuite les déporter vers Drancy avec ces autobus-là. Et dans l'identité juive française, elle est très compliquée lorsqu'on parle de Shoah, puisqu'on parle également de coopération et de collaboration de l'État français avec les nazis. Et d'un autre côté, depuis 1995, il est vrai que la France fait énormément d'efforts avec la Fondation de la mémoire de la Shoah qui a été créée par Jacques Chirac pour essayer de transmettre cette mémoire-là. Forcément, ça a également une influence, la Shoah, sur notre identité israélienne. On a parlé d'identité juive, d'identité française, mais également d'identité israélienne. Et c'est vrai que dans l'actualité israélienne, il y a toujours, presque tous les jours, peut-être j'exagère un peu, mais presque tous les jours, on pourrait faire un lien. On entend parler dans l'actualité israélienne d'un lien avec la Shoah. Alors, j'ai ramené ici 2 exemples. Le premier exemple, c'est la personne que vous voyez ici au centre en haut. C'est un monsieur qui s'appelait malheureusement, parce qu'il est décédé, il s'appelait Ilan Ramon, qui est jusqu'à aujourd'hui
le seul Israélien qui a été dans l'espace, le seul astronaute israélien qui malheureusement n'est pas revenu puisque sa navette spatiale a explosé lorsqu'elle est retournée vers la Terre. Et lorsqu'il est parti dans l'espace, Arik Sharon, qui était à l'époque Premier ministre, lui a demandé à un moment, mais qu'est-ce que tu as pris avec toi? Qu'est-ce que tu as amené avec toi dans l'espace? Alors d'abord, on lui a montré un Sefer Torah. D'ailleurs, Ilan Ramon, qui lui-même n'était pas pratiquant, il a dit, j'ai pris avec moi un Sefer Torah qui a appartenu à son professeur à lui, son professeur à lui qui lui-même avait fait sa bar mitzvah dans ce mini Sefer Torah dans un camp de concentration. Et lorsqu'il est parti dans l'espace, il a décidé d'amener avec lui ce Sefer Torah. Et le dessin que vous avez ici en bas, il a pris également avec lui un dessin de l'enfant que vous voyez ici en bas à droite, un enfant qui s'appelait Peter Gins, qui a été assassiné par les nazis en 1944, qui était un enfant tchécoslovaque qui a grandi à Prague, déporté à Térésine et ensuite à Auschwitz, et qui, avant d'être déporté à Auschwitz, avait dessiné ce dessin qui s'appelle De la Terre à la Lune. Le héros de cet enfant Peter Gins était Jules Verne, qui a écrit le fameux livre De la Terre à la Lune. Et donc le rêve de Peter Gins, comme on le voit sur ce dessin, c'était d'aller sur la Lune pour voir de la Lune la Terre. Et donc lorsque Ilan Ramon est parti dans l'espace, il a décidé de prendre avec lui le dessin de cet enfant qui a survécu la Shoah. Le dessin a survécu la Shoah, pas l'enfant, pour pouvoir réaliser le rêve de Peter Gins. Sur la gauche ici, vous voyez également des photos de ces avions israéliens. Ça, c'était une histoire d'il y a à peu près une quinzaine d'années. Il me semble que c'était en 2003 où l'aviation israélienne a survolé. On voit ici des avions de l'armée de l'air israélien avec les Magen David qui survolent le camp de Birkenau. Et tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes lorsqu'on parle de Shoah et lorsqu'on veut faire le rapport entre notre identité israélienne et également le jour de Yom HaShoah. Donc, on a parlé de processus personnel éducatif, on a parlé d'identité. La troisième chose, lorsqu'on parle de Yom HaShoah, c'est l'importance de l'humanisation. Vous allez peut-être être amené ce soir à regarder également la cérémonie à Yad Vashem où on allume les flammes à Yad Vashem dans le musée de Yad Vashem. Peut-être que même chez vous à la maison, vous avez décidé d'allumer un Ner Neshama, une bougie en mémoire des 6 millions. Et en fait, cette photo-là, c'est une photo qui a également été prise dans le camp d'Auschwitz. Voilà, Anna est également à ça à la maison. Ce que j'essaye de dire par humanisation, c'est de dire, oui, on peut dire qu'il y a 6 millions de Juifs qui ont été exterminés pendant la Shoah. C'est vrai historiquement. Mais ce qui est plus important peut-être, c'est d'essayer d'humaniser, parce que c'est impossible de s'imaginer 6 millions. Et pour humaniser ça, je vous invite à essayer de prendre un nom. Alors, il y a des noms très connus, comme Anne Frank qui a été exterminé. On a parlé maintenant de Peter Gins. On peut également parler de Janusz Korczak, qui était également juif. On peut parler de Mordechai Nilevich. Ça, c'est les plus connus. Mais on peut également essayer de chercher aujourd'hui sur Internet. C'est très facile. On peut rentrer même sur le site de Yad Vashem en français et d'imprimer peut-être un témoignage ou une personne. Et lorsque vous allumerez ce soir une bougie, d'essayer de l'allumer en souvenir d'une personne. Parce que si chacun d'entre nous se rappelle d'une personne, alors ensemble, on arrivera à se rappeler peut-être pas de 6 millions, mais peut-être du maximum de gens. Donc, lorsqu'on parle également du Yom HaShoah, un des principes, c'est également l'humanisation. Humaniser le nombre de 6 millions. Pas tout le temps dire 6 millions, 6 millions, 6 millions, 6 millions. Pas tout le temps allumer 6 bougies. On peut allumer 6 bougies, mais essayer de faire en sorte que chaque bougie soit à la mémoire d'une personne. Et comme ça, aujourd'hui, si tout le peuple juif fait ça, on arrivera ensemble à commémorer peut-être le maximum de gens. C'est la même question lorsqu'on voit les photos de la Shoah. Par exemple, cette photo qui est très connue, c'est peut-être la photo la plus connue de la Shoah. On voit cet enfant qui lève les mains. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas tellement clair de savoir qui est cet enfant. Il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est moi ou c'est moi ou c'est moi. Mais lorsque vous regardez des photos de la Shoah, très souvent, on a l'impression de se dire oui, mais c'est tout le temps la même chose. Elles sont en noir et blanc, c'est tout le temps les mêmes photos. Alors, un petit conseil que je vous donne pour Yom HaShoah, prenez ce soir peut-être une photo et essayez de la regarder un peu différemment. Posez-vous la question, qui suis-je? On parle de ce petit enfant maintenant sur la foi. Qui est cet enfant? D'où est-ce qu'il vient? Quel âge il a quand on a pris la photo? Qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qu'il pense? Qui sont les personnes autour de lui? Qui c'est qui pointe le fusil sur lui? Pourquoi? Qu'est-ce que pense le soldat ou le nazi qui pense le fusil sur lui? Etc., etc. Tout ça dans un souci d'essayer d'humaniser cette notion de 6 millions de personnes qui ont été exterminées. Lorsqu'on va en Pologne, pour ceux qui ont été, c'est quelque chose qui est très important. Là, c'est une des choses qui est très, très marquante en Pologne. C'est que très souvent, on arrive là-bas dans des synagogues et on est un peu désorienté parce que d'un côté, c'est des synagogues soit qui sont complètement détruites,
soit qui ont été refaites. C'est ce que vous voyez ici, la synagogue a été refaite, hein, les textes ont été repeints. Mais très souvent, on est un peu gêné parce qu'on a l'impression de se trouver dans un musée. Comme dit un ami à moi, peut-être un des guides les plus célèbres qui guide aujourd'hui en Pologne, un monsieur qui s'appelle Uriel Feinerman, qui est mon maître, Mori Verabi, dans ses histoires de guide en Pologne, avec mon ami Shlomo Balzan. Très souvent, on dit Lo bemuzeon yipol à Simone. C'est pas dans le musée qu'on va comprendre. Il y a une expression comme ça, Anat vous l'expliquera au prochain cours. Il y a une expression aujourd'hui, c'est plus qu'on dit à Simone Nofel. À l'époque, il y avait des téléphones où on mettait des pièces en Israël. Et lorsque la pièce tombait, la communication se coupait. Donc, il y a une expression quand on dit qu'on veut comprendre quelque chose, on dit Nafa lecha à Simone. La Simone était tombée. Mais dans les musées, c'est très compliqué de comprendre. Et donc, lorsqu'on va dans ce genre d'endroit, on essaye également d'humaniser l'endroit et d'essayer de prier, de chanter, de faire toutes sortes de choses également pour pouvoir humaniser ces endroits-là. Une autre chose, donc on a parlé d'identité, on a parlé d'humaniser, on a parlé de processus éducatif personnel. Une autre chose également qui est importante, c'est d'étudier les faits. Pas tout le monde aime ça, mais il y a des gens qui veulent étudier les faits. Et j'ai presque envie de dire, parfois, ça paraît évident, mais parfois, c'est pas si évident que ça. Et pour vous raconter une des anecdotes, mais c'est quelque chose qui arrive très souvent lorsqu'on guide les gens à Yad Vashem, et les jeunes surtout, ou en Pologne. Alors, quand on arrive en Pologne devant ce genre de choses que vous voyez maintenant à l'image, un four crématoire, il y a des gens qui posent des questions et qui nous demandent, oui, et des questions parfois même très techniques. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Et donc, ils vont commencer à nous demander, mais est-ce que les gens, on les mettait lorsqu'ils étaient déjà morts ou est-ce qu'ils étaient encore vivants? Est-ce qu'on mettait 2 personnes, 3 personnes? Et parfois, c'est un peu difficile parce que d'un côté, tu te dis, mais c'est ça qui t'intéresse et les petits détails qui t'intéressent. Donc, il y a des gens pour qui ça les intéresse pas tellement les détails de l'histoire, mais il y a des gens pour qui c'est très important. Donc, une autre composante de Yom HaShoah, c'est également d'apprendre pour ceux qui veulent. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui veulent, d'essayer d'apprendre plus de faits historiques, plus de détails historiques. Et pour ça, forcément, on peut lire des livres ou voir des documentaires, mais pas que. On peut également voir des films, même des films de Hollywood. Alors, un des plus connus, c'est jusqu'à aujourd'hui La liste de Schindler, qui est un des films peut-être que tout le monde a vu. Et pourquoi je prends ça comme exemple? Parce que lorsque Steven Spielberg a fait La liste de Schindler, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, mais c'est un scandale, il a raconté une histoire qui n'est pas vraie, etc. Alors sachez que les plus grands spécialistes, mes collègues et pas que, ont bien regardé ce film et plusieurs fois. Il faut savoir que ce film est extrêmement juste au niveau historique. Il y a des gens qui ont dit oui, mais alors quand ils rentrent dans les douches, pourquoi il y a de l'eau qui tombe alors que c'était du gaz? Alors il faut savoir que lorsqu'il y avait la sélection à Auschwitz, les gens qui n'étaient pas gazés directement et qui étaient envoyés vers le travail, avant d'aller vers le travail, ils étaient, oui, dans la majorité des cas, pas tout le temps, mais dans la majorité des cas, désinfectés avec une douche. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce que même lorsqu'on voit la liste de Schindler, on peut également apprendre des choses. Alors, pas tous les films sont des films qui sont vrais historiquement, mais certains des films sont des films qui sont vrais historiquement, qui peuvent apprendre des choses historiquement. Et donc, si ce soir, par hasard, vous décidez de regarder la liste de Schindler, sachez qu'en regardant ce film-là, vous pouvez également apprendre des faits historiques. Alors, je résume, on a parlé de processus éducatif personnel, on a parlé d'identité, que ce soit identité juive, identité française, identité israélienne. On a parlé d'humanisation, maintenant on parle également d'étudier les faits. Par rapport à l'étude des faits, on pourrait se poser également, et cette question-là, là, vous avez plusieurs dates d'histoire. Alors, pourquoi le Yom HaShoah a été fixé aujourd'hui? Très souvent, on pose cette question-là. Pourquoi c'est ce soir? Pourquoi c'est pas un autre jour? On aurait pu décider une autre date. Par exemple, on aurait pu choisir dans la liste que vous avez ici on peut prendre par exemple le 20 janvier 1942. Ce jour-là, le 20 janvier 1942, a été non pas la solution finale n'a pas été décidée, mais elle a été organisée. C'est une date qui est très importante dans l'histoire de la guerre. Alors pourquoi finalement prendre la date d'aujourd'hui? Alors il faut savoir qu'à l'époque, ça c'est une loi qui n'a pas été votée tout de suite à la Knesset en 1948. Ça a pris quelques années. Mais lorsque la loi, aujourd'hui c'est une loi en Israël, la loi de Yom HaShoah a été votée, finalement ils ont décidé du 27 Nissan. Alors à la base, l'État d'Israël a voulu choisir comme date le début de la révolte du ghetto de Varsovie. Pourquoi? Parce qu'on voulait parler et de Shoah, et de Gvura, et d'extermination, mais également de révolte.
Et si on parle de la révolte du ghetto, ce jour-là, il y a eu une révolte, c'est vrai, mais il y a eu également des gens qui ont été exterminés. Mais l'État d'Israël ne pouvait pas choisir cette date-là. Pourquoi? Parce qu'en date hébraïque, le 19 avril 1943, c'était le soir du Seder. C'était le soir du Seder de Pessah. C'était le 15 Nissan. Et donc, le soir du Seder, c'est déjà pris. On ne peut pas faire la commémoration de la Shoah puisqu'on doit faire le Seder. Donc, ce n'était pas possible. Mais comme finalement la révolte a duré 3 semaines, donc l'État d'Israël a décidé de choisir le 27 Nissan, qui est une date qui n'est pas le début de la révolte, mais qui est une date qui fait partie de ces 3 semaines de la révolte du ghetto de Varsovie et qui ont permis de parler et de Shoah, et de Gvura, et d'extermination, mais également de révolte. Ça vous permet, à vous les auditeurs aujourd'hui, également de savoir finalement pourquoi ça a été cette date qui a été choisie. Donc on a parlé d'étudier les faits. Alors, le principe d'après, c'est de savoir également ce qu'on appelle le principe de l'unicité. Alors, ça veut dire quoi l'unicité? Alors, il faut savoir que la Shoah est unique. Alors, on n'est pas ici pour essayer de savoir est-ce que dans les génocides, malheureusement, le monde, il y a plusieurs génocides qui se sont passés. Et vous savez, à aucun moment, il faut essayer de savoir si on est en hébreu, on dit plus miskédim que les autres. C'est pas ça le but du Yom HaShoah. C'est pas de savoir est-ce que le peuple juif a été plus persécuté ou moins persécuté. C'est pas du tout le but. Malheureusement, chaque génocide est une catastrophe et on doit se lamenter sur chaque génocide. À chaque fois qu'une partie de l'humanité a été exterminée, il faut savoir se lamenter. Mais d'un autre côté, il faut savoir que la Shoah était unique. Alors pour vous expliquer ça, vous avez ici sur le côté gauche ce qu'on appelle le protocole de la conférence de Wannsee. On a expliqué 20 janvier 1942, les nazis décident de planifier ce qu'on appelle la solution finale. Et si vous regardez bien, c'est quoi l'unicité? Vous regardez ici, par exemple, la dernière ligne, je montre ici avec la souris. Par exemple, l'URSS, il y avait 5 millions de juifs en URSS. Par exemple, si on regarde la France, alors la France ici, vous avez 165 000 et 700 000. Alors c'est très intéressant, 165 000 et 700 000. En tout, 865 000. Alors en France, il n'y avait pas 865 000 juifs, il n'y avait que 260 000. Mais il y avait également les juifs qui habitaient en Afrique du Nord, donc au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ce qu'on appelle le protectorat. Et de ce document-là, qui est un des documents les plus célèbres de l'histoire de la Shoah, on voit que les juifs d'Afrique du Nord étaient dans les plans des nazis et de l'extermination nazie, et c'est très important de le savoir. Et pourquoi on parle d'unicité? Parce que si vous regardez par exemple l'Albanie, à peu près au milieu ici, je montre avec la souris, Albanie 200. Et ça veut dire que pour les nazis, les 5 millions de juifs qui avaient en URSS, c'était la même chose que les 200 juifs qui étaient en Albanie. L'unicité de la Shoah, le côté unique de la Shoah, on dit en ivrite yichoudiyut, ma yichoudi, pourquoi il y a quelque chose d'unique? C'est parce que les nazis avaient comme but d'exterminer tous les juifs. Si vous prenez par exemple le génocide au Rwanda, qui a eu entre le combat qu'il y a eu là-bas entre les Tutsis et les Hutus ont exterminé les Tutsis. C'était une guerre territoriale. C'était essentiellement pour pouvoir avoir le territoire des Tutsis. S'il y avait par exemple quelqu'un qui était Tutsi et qui habitait à New York, alors jamais un Hutu n'aurait été à New York pour l'exterminer. Dans le plan des nazis, tout le monde était concerné. Ce que je vous montre ici sur la partie droite, c'est une feuille qui, comme on le voit ici, qui a été établie à Drancy le 27 septembre 1942. Et comme vous voyez, ça concerne tout le monde. Par exemple, la personne que j'ai ici encadrée en rouge, c'est une jeune fille qui s'appelait Arous Ninette. Comme vous voyez, ce n'est pas un nom ashkénaze. Ce n'est pas quelqu'un qui est né ni en Pologne, ni en Allemagne, ni en Tchécoslovaquie, ni en Lituanie. C'est une personne qui est née en Algérie, qui est venue en France dans les années 30. En l'occurrence, c'est la cousine de mes beaux-parents. Et même moi, lorsque je me suis marié, forcément, ma belle famille a tout de suite remarqué que j'étais très intéressé par la Shoah. Et très vite, je me suis rendu compte, en fait, que de leur côté aussi, donc du côté sfarade, il y avait des gens qui avaient été exterminés. Et comment c'est possible, mis à part le fait qu'il y a effectivement des juifs tunisiens qui ont été exterminés, qui ont été persécutés et qui sont morts dans des camps de travail également en Tunisie. Il y a également des juifs d'Algérie qui sont venus déjà dans les années 30 en France. Et lorsque la déportation a commencé de France, c'est ces juifs-là qui ont été les premiers déportés. Et ça, c'est extrêmement important de le dire également. Lorsqu'on parle d'unicité de la Shoah, ça concernait tout le monde. Malheureusement, il y a également une unicité, on pourrait appeler même une ardoute, c'est un peu malheureux de dire ça comme ça. Il y a également une unité du peuple juif par rapport à ce qui s'est passé pendant la Shoah. Et souvent,
lorsqu'on n'est pas ashkénaze, on se sent un peu mal à l'aise en se disant oui, mais les ashkénazim, ils ont été extrêmement touchés, mais les sfaradim moins. Eh ben, il faut savoir que lorsqu'on apprend l'histoire de la Shoah, c'est faux, que tout le monde a été touché, forcément certains plus que d'autres, mais c'est important également de le comprendre, l'unicité et également la hardout, donc l'unité juive dans cette histoire-là. Une autre chose, lorsqu'on réfléchit le soir de Yom HaShoah, c'est ce que j'appelle personnellement la déprofanisation. Ok, donc on a la caricature. Donc cette caricature, et donc c'est l'étape d'après. Donc le pilier d'après, c'est donc des caricatures de gens qui sont donc des négationnistes, des gens qui nient l'histoire de la Shoah. Et chaque année, il y a un concours comme ça en Afrique du Sud où on parle de ce genre de caricatures et qui en fait ces caricatures-là sont des caricatures qui profanisent l'histoire de la Shoah, qui essayent de banaliser l'histoire de la Shoah en comparant, par exemple, dans ce cas-là, par exemple, le mur du ghetto de Varsovie à le mur aujourd'hui qui existe en Israël entre Israël et ce qu'on appelle les territoires. Donc, c'est parfois de la politique, c'est des choses qui sont compliquées, mais c'est aussi, lorsqu'on parle de mémoire de la Shoah, des choses qu'il faut savoir. Donc, je résume jusqu'à présent. On a parlé donc de processus éducatif, on a parlé d'identité, identité juive, identité israélienne, identité française, on a parlé d'humanisation, on a parlé de savoir les faits, on a parlé également donc de déprofaniser la Shoah. Une autre chose qui est également importante lorsqu'on parle de Shoah, c'est le fait de contextualiser la Shoah. Alors, ça veut dire quoi contextualiser la Shoah? Lorsqu'on se souvient de la Shoah, et c'est très important pour ce qu'on a dit au début, parce qu'au début également avec Anat qui a parlé de joie et qui a parlé d'essayer de reconstruire le monde, on a parlé des bonnes actions. Il faut savoir que la Shoah n'est pas tombée du ciel, comme on dit. C'est pas tout un coup Hitler qui est arrivé, qui a pris le pouvoir et qui a exterminé des Juifs du jour au lendemain. Hitler, comme on voit ici sur ces photos-là, sur la droite de l'écran, Hitler a été élu de façon démocratique. Ça veut dire que c'est des gens qui ont voté et qui ont voté pour Hitler pour qu'il soit ce qu'on appelle le Führer, donc le leader de l'Allemagne de l'époque. Et c'est tellement important, cette histoire-là, que bien plus tard, lorsqu'en 1961, ce que vous avez ici sur la gauche, c'est une photo qui a été prise en 1961. En 1961, certains diront que l'État d'Israël fait sa bar mitzvah. C'est les 13 ans de l'État d'Israël qui a été donc établi en 1948. 1961, l'État d'Israël a 13 ans. Et là, David Ben Gurion vient et dit à la société israélienne, c'est plus possible de faire en sorte que la Shoah n'a pas existé. Il faut savoir qu'au début, dans les premières années de la création de l'État d'Israël, les Israéliens n'aimaient pas parler de la Shoah parce qu'il fallait reconstruire il fallait construire l'État d'Israël. On ne voulait pas parler d'extermination, on ne voulait pas parler des ghettos, on ne voulait pas parler de l'identité des Juifs pendant la Shoah. Et en 1961, Ben Gurion dit stop, dit c'est pas possible. On a ici dans notre pays des milliers, des centaines de milliers de gens qui sont rescapés de la Shoah, qui sont des gens qui sont nés après la Shoah. On ne peut pas faire comme si ça n'était pas arrivé. Et donc, il donne l'ordre. C'est une histoire qui est très connue. Il donne l'ordre donc au Mossad d'aller capturer Adolf Eichmann, qui était à l'époque en Argentine et qui était donc la personne qui a organisé la solution finale. On a parlé tout à l'heure de la conférence de Wannsee en 1942. La personne qui a véritablement organisé la solution finale, c'était cet homme-là. Et vous le voyez ici dans une cage de verre. Cette photo a été prise à Jérusalem. Rehov Betzalel, donc à l'époque, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a un théâtre qui on peut aujourd'hui encore aller au théâtre là-bas pour ce qu'on appelle le théâtre Gérard Béard à Jérusalem. C'est là-bas qu'a été jugé Adolf Eichmann. Et vous voyez donc Eichmann derrière une cage de verre, évidemment blindé, de peur qu'il y ait quelqu'un qui essaye de l'assassiner. Et les deux policiers que vous voyez, ce sont donc des policiers israéliens. Et lorsque le procureur de l'État d'Israël a demandé à Eichmann, est-ce que vous êtes coupable ou non coupable, eh ben, Eichmann dit non coupable. Et ça, c'est extraordinaire. On dit, comment c'est possible qu'ils disent non coupable? Et donc, le procureur va lui demander, mais pourquoi vous êtes non coupable? Pourquoi vous nous dites que vous êtes non coupable? Et là, Eichmann va lui dire, ben, c'est très simple, pour deux raisons. La première raison, dit Eichmann, c'est que moi, j'ai tué personne de mes propres mains. Moi, c'est vrai que j'ai organisé des trains, mais moi, j'ai pas pris un fusil, j'ai pas tiré avec un fusil sur des gens. C'est pas moi qui a mis le gaz dans les chambres à gaz. Et la deuxième raison d'Eichmann pour laquelle je suis pas coupable, c'est parce que j'ai reçu des ordres. Moi, j'ai reçu des ordres et c'est en fait Hitler qui m'a dit de le faire et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce que j'ai fait. Et donc, c'est pas de ma faute à moi, je suis pas coupable. Et ce contexte-là, il est très important. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on réfléchit le jour de Yom HaShoah à ça, on vit dans une société
Et on doit être capable de dire qu'on est responsable de ces actes. On ne peut pas dire c'est pas de ma faute, c'est pas possible de dire ça. Quoi qu'on fasse dans ce monde-là, il faut être capable de ce qu'on appelle de prendre ses responsabilités. C'est encore plus choquant cette histoire-là. Il y a ce qu'on appelle, vous pourrez aller le voir, chers auditeurs, après, il y a ce qu'on appelle l'expérience de Milgram. Je vous invite après à aller voir c'est quoi l'expérience de Milgram. Mais en fait, cette expérience, c'est une expérience qui a été faite aux États-Unis dans les années 60 et qui a été reprise il y a quelques années également en France. Ce que vous voyez ici sur la droite, c'est une photo d'un faux jeu télévisé où en fait on a fait croire à des gens. Vous avez ici quelqu'un qui est devant un pupitre et qui en fait pose des questions à la personne que vous voyez ici qui est en train de souffrir, qui elle est dans une sorte de bulle en face d'elle. Et en fait, elle lui pose des questions. Si la personne répond juste, eh ben, tout se passe bien. Et si la personne répond faux, eh ben, en fait, la personne qui est là, elle lui envoie des décharges électriques. Et en fait, ce qui se passe dans l'expérience, c'est qu'il n'y a pas vraiment de décharge de courant électrique entre la personne qui est au pupitre et la personne qui souffre. La personne qui souffre, elle fait semblant en fait, elle fait genre qu'elle reçoit des décharges électriques, elle n'en reçoit pas vraiment, mais ça montre quelle est la force de l'autorité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont des présentateurs de télévision qui ont dit à cette personne qui est au pupitre, on va faire un jeu télévisé, et dans ce jeu-là, tu vas poser des questions. Si l'autre candidat il répond bien, eh ben, c'est très bien, et puis s'il répond pas bien, tu vas lui envoyer des décharges électriques. Et forcément, il n'y avait pas vraiment de décharge électrique, mais lorsqu'on a demandé aux participants de savoir pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait souffrir l'autre personne, ah ben, ils ont dit parce qu'on nous a dit, parce que la télévision nous a dit, que la télévision, c'est quelque part une sorte d'autorité. Et lorsqu'on réfléchit au contexte de la Shoah, c'est très important de comprendre qu'il y a une autorité qui est venue dire à des gens, on doit faire comme ci, on doit faire comme ça, qui est venue dire à des centaines de milliers de gens. Il faut savoir qu'il y avait à l'époque en Europe 500 millions d'habitants. Alors c'est vrai que pas les 500 millions étaient des gens qui ont tué des juifs, mais d'un autre côté, l'immense majorité de ces gens sont des gens qui se sont tus, qui n'ont rien dit et qui ont quelque part coopéré avec les nazis en ne disant rien. Donc, lorsqu'on parle également de Yom HaShoah et de la soirée de Yom HaShoah, c'est également très important de comprendre qu'il y a également ce qu'on appelle un contexte historique. Alors, on arrive vers la fin, on a parlé de plusieurs choses, et j'aimerais terminer par ce qu'on appelle la responsabilité collective. Alors, j'en ai déjà un peu parlé, mais je veux vraiment terminer sur ça. Et pour terminer sur ça, je vais vous montrer cette photo. C'est une photo qui est extrêmement importante pour moi. Et en fait, c'est une photo qui raconte quelque part mon enfance, mais également l'enfance de mon papa que vous voyez ici. Et en fait, je vis dans une famille qui, moi, depuis ma plus jeune enfance, on va dire, quand j'étais enfant, on allait toujours en vacances à la montagne, toujours. En été, on allait en vacances à la montagne. En hiver, on allait en vacances à la montagne. On allait tout le temps à la montagne. Et puis un jour, j'ai dit à mon père, j'ai dit à mon papa, je dis mais je comprends pas, moi, on vient tous à la montagne alors que mes copains, ils vont à la mer, ils vont à la plage. Et pourquoi nous, on va presque que à la montagne? Et alors, c'est là qu'il m'a raconté, et surtout moi, ma grand-mère m'a raconté, ma grand-mère qu'on voit ici en haut à gauche de la photo, qu'en fait, on voit ici donc ma grand-mère qui s'appelait Hilda Candel, mon grand-père qui s'appelait Mano Candel, qui sont plus en vie. Donc mon papa qui aujourd'hui a 75 ans, qui est à Jérusalem, et ma tante qui est également ici à Jérusalem, avec ici deux autres personnes qui sont plus en vie également, qui s'appelaient Joseph et Marie-Cécile Mermet, qui sont ce qu'on appelle encore aujourd'hui des justes des nations. Ce sont des gens qui étaient donc non juifs et qui ont décidé de sauver, de prendre mes grands-parents et leurs enfants, qui avaient passé la ligne de démarcation, qui étaient venus de Paris et qui ont décidé de les cacher dans les Alpes en France. Cette photo a été prise après la guerre. Mon père est né en 1944. Il n'a d'ailleurs pas fait la Brit Mila tout de suite parce qu'on ne pouvait pas faire la Brit Mila. Ça a dû attendre 1 an avant qu'il fasse la Brit Mila. Lorsque les Américains sont arrivés, c'est un aumônier qui a fait la Brit Mila à mon père. Mais cette histoire, on va dire, de la responsabilité, c'est quelque chose qui nous a toujours suivis dans la famille parce qu'on a toujours su qu'il y avait pendant la guerre des gens non juifs, ce qu'on appelle des justes des nations, qui ont décidé de sauver mes grands-parents et mon père qui était déjà né à cette époque-là. Et donc, c'est très important également, lorsqu'on parle du Yom HaShoah aujourd'hui, de parler de responsabilité collective. Il faut savoir que pour ces justes des nations-là, s'ils avaient été pris par les nazis, ils auraient été eux-mêmes assassinés par les nazis. Ce n'était pas quelque chose comme ça de sympathique, c'était des très grands risques que ces gens prenaient. Et lorsqu'aujourd'hui on parle également du Yom HaShoah, il faut savoir parler également
de responsabilité collective. Forcément, il faut également parler le jour du Yom HaShoah des différentes résistances. Et là, j'écris résistance avec un S au pluriel, pas au singulier. Anna aime beaucoup la chanson et dans cette ulpan que vous faites, on parle beaucoup de chansons. Il y a beaucoup de gens qui ont résisté par la musique et qui ont continué par exemple, dans les ghettos, à essayer, même si c'était très compliqué, d'essayer un peu de donner de la joie aux gens en jouant de la musique. Là, ce que je vais vous montrer, j'ai parlé tout à l'heure du Rav Oshry et ensuite je terminerai. Ce Rav Oshry a été un rabbin pendant la Shoah qui a décidé, alors qu'il était très jeune, il avait une trentaine d'années, grâce à ses connaissances, de continuer à répondre à des gens qui posaient des questions très compliquées pendant la Shoah. Il faut savoir que lorsqu'on est rabbin et qu'on décide d'être décisionnaire, de répondre à des gens sur des questions de l'halakha, forcément, ce n'est pas toujours facile. Et une des questions qui lui a été posée, c'est cette question-là. Et ça montre également la force d'essayer de continuer à faire vivre le judaïsme également pendant la Shoah. Il y a des gens qui sont venus me voir et qui lui ont posé la question suivante. La question était de savoir si les logements du ghetto avaient besoin de mezuzot. Alors, ça peut paraître fou comme question, mais il y a des gens qui se posaient cette question. Alors, vous me direz, mais pourquoi pas? Alors, la raison, elle est très simple, pourquoi pas? Parce que lorsqu'on lit la halakha et qu'on regarde aujourd'hui où on doit mettre une mezouza et où on ne doit pas mettre une mezouza, on sait qu'il y a deux cas, on va dire, où on ne met pas de mezouza. On ne met pas de mezouza, par exemple, aujourd'hui sur des toilettes. Dans les toilettes, on ne met pas de mezouza parce que c'est un endroit où on fait ses besoins, etc. Donc, on ne met pas de mezouza devant la porte des toilettes. Mais il y a un autre endroit également où on ne met pas une mezouza, c'est si c'est un endroit où on n'habite pas de façon fixe. Par exemple, si vous allez à l'hôtel à l'étranger, j'espère qu'un jour on pourra retourner dans les hôtels, je ne sais pas si c'est possible, j'espère. Mais en Israël, il y a la mezouza dans les hôtels. Mais si vous allez à l'étranger, à l'hôtel, vous n'allez pas commencer à clouer la mezouza à la porte de la chambre d'hôtel. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas une habitation fixe. Et donc, la halakha vous dit, si vous êtes là-bas que pour quelques jours, ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire de mettre la mezouza. Et la question qu'on lui pose à l'époque, c'est la question suivante. Puisqu'il était impossible d'entrer ou de sortir du ghetto à l'insu des Allemands, et que celui-ci était entouré de barbelés et de gardes armés, de mitrailleuses qui empêchaient de s'approcher de la clôture, les habitants du ghetto étaient ni plus ou moins des prisonniers. La question était donc, la cellule d'une prison est-elle soumise à l'obligation d'une mezouza? Maintenant, pourquoi c'est important? Parce qu'on lui pose en fait deux questions. Comme c'est un endroit qui est sale, le ghetto où il y a plein de maladies, etc., peut-être qu'il ne faut pas mettre de mezouza. Mais la question, elle est beaucoup plus importante que ça. En fait, ce qu'on lui demande, est-ce que dans le ghetto, nous sommes oui ou non dans ce qu'on appelle une habitation fixe? Si nous sommes dans une habitation fixe, alors il faut mettre la mezouza. Mais si nous sommes dans une habitation temporaire, alors on ne peut pas mettre la mezouza. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a posé la même question. Cette question, elle a été posée en Lituanie en 1942. Et lui, il va répondre, et ça paraît fou, qu'il ne faut pas mettre la mezouza. Et pourquoi ça paraît fou? Parce qu'en général, les rabbins, pendant la Shoah, forcément, étaient très permissifs. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce qu'on pouvait manger du chametz? Ben oui, si c'est pour sauver ta vie, tu peux manger du chametz. Est-ce qu'on peut manger pas kasher? Si c'est pendant la Shoah et que tu vas mourir, si tu ne manges pas kasher, alors tu dois manger pas kasher, tu es obligé. Alors pourquoi il n'aura pas dit, là je vous dis déjà d'avance, pourquoi il n'aura pas dit de mettre la mezouza? Finalement, ça paraît simple et ça peut les encourager. Et malgré tout, ce rabbin va leur dire de ne pas mettre la mezouza. Par contre, à Varsovie, à la même époque, les rabbins, eux, disent qu'il faut, oui, mettre la mezouza. Alors, ça paraît fou. À Varsovie, on dit aux Juifs de mettre la mezouza. Et en Lituanie, on dit aux Juifs de ne pas mettre la mezouza. Alors, pourquoi? Pour comprendre ça, c'est une question de leadership, mais c'est également une question d'histoire. Il faut savoir qu'à cette époque-là, donc on est juste après, on est vers la fin de l'année 1941, il faut savoir qu'à l'époque, ce qu'on appelle la Shoah par balle, les Einsatzgruppen, c'est-à-dire ces soldats allemands qui assassinaient les Juifs en masse dans les forêts, sont déjà en action dans ce qu'on appelle les pays baltes, c'est-à-dire le nord de l'Europe, donc en Lituanie, en ex-URSS. Par contre, à Varsovie, la déportation vers les camps de la mort n'a pas été encore mise en place. Elle sera mise en place qu'à partir de l'été 42. Et pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire qu'à la fin de l'année 1941, à Varsovie, les rabbinim pensent que c'est oui une habitation fixe, qu'on est déjà arrivé au maximum de l'horreur, c'est-à-dire on est dans un ghetto et il n'y aura pas pire. Et donc on peut mettre la mezouza. Mais lui, on est ici à la fin de l'année 1941, et donc en Lituanie, il sait déjà qu'il y a pire, qu'il y a oui une possibilité qu'après le ghetto,
il y a également une période, une possibilité également d'être exterminé. Et donc, c'est ici la réponse. Et je vais surtout vous lire ce qu'il y a écrit ici en gras. C'est sa réponse. Plus encore, dit-il, au milieu du texte, les Allemands prenaient chaque jour des prisonniers du ghetto pour les tuer. Personne ne savait quand son tour allait venir. Chaque jour, les gens se disaient l'un à l'autre, à bientôt dans l'autre monde, parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient se revoir de leur vivant. Une plaisanterie classique disait « Nous ne sommes que des morts en sursis ». Voilà à quel niveau de précarité nos vies étaient réduites. Sans l'ombre d'un doute, dit le Ravauchery, les habitants du ghetto étaient temporaires. Je décidai donc que ces chambres et appartements n'avaient pas besoin de mezuzot. Et ça, c'est une volonté de sa part de leur dire « je ne veux pas vous laisser dans ce qu'on appelle le brouillard ». Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est extraordinaire. On commémore ce soir Yom HaShoah. Et si vous allez chercher dans la Bible, il faut savoir que c'est un mot biblique qui a été traduit par catastrophe. Si vous allez chercher dans la Bible aujourd'hui, dans la Bible en français, le mot Shoah, il est traduit en français catastrophe. Mais comme vous le savez, le plus grand commentateur de la Bible est un monsieur qui s'appelle Rachi, qui a vécu au Moyen-Âge, donc rien à voir avec la Shoah, au XIe siècle en France, mais qui était français. Et quand Rachi ne sait pas écrire, ne sait pas expliquer des mots en hébreu, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il les écrit en français. Et lorsque le mot Shoah arrive dans la Bible, Rachi n'arrive pas à l'expliquer en hébreu. Et donc, qu'est-ce qu'écrit Rachi? Rachi écrit Shoah, brouillard. Pour Rachi, la Shoah, c'est du brouillard. Alors évidemment, ça n'a rien à voir a priori avec l'histoire de la Shoah, mais ce qui est incroyable, c'est que Rachi écrit ça au XIe siècle. Presque 1000 ans après, lorsqu'on décide d'appeler ça la Shoah, c'est en fait un grand brouillard, la Shoah. Et pourquoi c'est un grand brouillard? Et ça, c'est également une des leçons du Yom HaShoah. Très souvent, on se dit oui, mais on ne comprend pas pourquoi les Juifs ont été exterminés, pourquoi ils sont partis dans les chambres à gaz, pourquoi ils ne se sont pas révoltés. C'est pas normal, ils auraient dû se révolter, etc. Et très souvent, les jeunes soldats, moi aussi, j'étais soldat à l'armée israélienne. Et je me rappelle que quand j'étais soldat à l'armée israélienne en Golani, tout le temps, je me disais, mais comment c'est possible? Si moi j'avais été là à cette époque, j'aurais pris des fusils, j'aurais tué tous les nazis. Ça, c'est facile de le dire après. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, les gens ne savaient pas qu'ils allaient être exterminés. Et donc, ils espéraient forcément un avenir meilleur et ils ne voulaient pas trop se révolter contre les nazis parce que qui disait se révolter contre les nazis, ça aurait pu entraîner des représailles contre la famille, contre les parents, contre les grands-parents, etc., etc. Et pourquoi on dit ça maintenant? Parce que ici, on a une question de responsabilité. Ce rabbin-là va voir ses fidèles et leur dit oui, après le ghetto, on sait déjà qu'il y a une possibilité d'être exterminé. Moi, je ne veux pas vous raconter des histoires. Moi, j'ai déjà compris qu'on peut être exterminé. Et donc, si je vous dis de mettre la mezouza, ça peut vous induire en erreur et vous faire croire qu'on est ici dans une habitation fixe. Or, ce n'est pas la réalité. Donc, lorsqu'on parle également de résistance, il y a également dans ce qu'on appelle les responsa, les shelot ou tchouvot, les questions-réponses de halakha, également des gens qui ont décidé de résister par cette chose-là. Et la dernière chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a finalement tous cette responsabilité de transmettre. Chacun comme il sait le faire. Alors Anat, elle sait jouer de façon magnifique de l'accordéon. Bon, moi, je ne sais pas. Je ne vais pas vous jouer de la guitare parce que je ne sais pas non plus. Mais il y en a qui savent raconter des histoires, il y en a qui savent jouer de la musique, il y en a qui savent lire des livres. Alors, n'ayez pas honte. Même si vous ne connaissez pas énormément de choses, il faut être capable de transmettre. Vous avez ici une maquette qui est une maquette du camp de Treblinka. À Treblinka ont été exterminés près de 900 000 juifs en 13 mois, entre le mois de juillet 1942 et le mois d'août 1943. Pourquoi je vous montre ça ici? Parce qu'aujourd'hui, si vous allez à Treblinka en Pologne, il n'y a plus rien pour les gens qui ont déjà été. Il n'y a plus rien. Tout a été rasé par les nazis. Après la révolte des gens qui se sont révoltés, ce qu'on appelait les révoltés du camp de Treblinka, le camp a été rasé et il n'y a plus rien. Aujourd'hui, vous allez là-bas, il y a de l'herbe et puis il y a des pierres comme ça qui commémorent les communautés qui ont disparu, qui commémorent Janusz Korczak qui a été exterminé à Treblinka. Mais il n'y a plus rien là-bas. Et très souvent, quand on va là-bas, on peut se demander, mais alors pourquoi on y va? S'il n'y a plus rien, pourquoi on doit aller là-bas? Et cette maquette qui a été une maquette qui existe jusqu'à aujourd'hui au kibbutz Lochame Getaot, ici en Israël, c'est d'ailleurs dans le même kibbutz qu'il y a aujourd'hui la cage de verre. Tout à l'heure, je vous ai montré la cage de verre où a été enfermé Eichmann pendant son procès. Si vous faites un jour un tioul dans le nord du pays, et j'espère qu'on pourra très vite retourner faire des tioulim dans notre beau pays, allez à Locham Getaot, visitez ce musée, allez voir la cage de verre. Vous allez voir des choses comme cette maquette qui nous permettent également de transmettre ou d'essayer de comprendre également ce qui s'est passé pendant la Shoah. Et c'est notre responsabilité également à tous de transmettre chacun à son niveau. Ce soir, n'ayez pas honte.
même si vous ne connaissez pas beaucoup de choses, parlez-en autour de vous, à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos frères, à vos sœurs, à vos parents, à vos grands-parents, à vos voisins. Posez des questions. Il ne faut pas avoir honte. On dit dans les Pirkei Avot, on lit en ce moment les Pirkei Avot, on est dans la période entre Pessah et Shavuot. Chaque semaine du Homer, on lit un chapitre de Pirkei Avot. On dit dans les Pirkei Avot, En habaishan lomed. Et croyez-moi, vous qui écoutez, pour une partie d'entre vous, vous êtes dans l'ulpan de Anat. Si Anat, elle avait honte de vous parler en français, alors elle n'aurait jamais parlé en français. Mais elle n'a pas honte, parce qu'elle a compris qu'il ne faut pas avoir honte. Alors c'est pareil. Alors il ne faut pas avoir honte. Et vous qui apprenez l'ivrite, n'ayez pas honte. C'est ça qu'on est, je pense, à mon avis. Moi, je ne suis pas prof d'hébreu. Mais je pense que quand Anat, elle fait ce qu'elle fait le dimanche et le mercredi, elle essaye de vous dire, n'ayez pas honte, il ne faut pas avoir honte. Essayez d'écouter de l'hébreu. Essayez de parler l'hébreu. Même si vous faites des fautes. Et c'est pareil lorsqu'on parle du Zikaron HaShoah, de souvenir de la Shoah. Il faut en parler. C'est vrai que nous, Anat, c'est ce qu'on appelle une deuxième génération. Ses parents étaient rescapés de la guerre. Moi, je suis déjà une troisième génération, c'est-à-dire mes grands-parents ont vécu la guerre, mes parents, ils sont nés pendant la guerre. Et c'est vrai qu'on a été éduqués parfois dans des familles où on n'avait pas trop le droit de parler de ça. Il faut pas. Mais moi, jusqu'au jour où moi, quand j'étais d'ailleurs soldat à l'armée israélienne, un peu avant, j'ai commencé à poser des questions à ma grand-mère. Et je me suis rendu compte que finalement, elle me répondait, que j'avais peut-être eu honte pendant des années, que peut-être qu'on m'avait fait croire ou comprendre qu'il ne fallait pas poser de questions, mais finalement, elle était prête à me répondre. Alors, c'est peut-être parce que j'étais son fils et pas son petit-fils et pas son fils, mais vous, c'est pareil, il ne faut pas avoir honte. Alors, pour terminer, quelque chose que j'aime beaucoup, peut-être qu'Annette vous l'a déjà fait, mais on va le refaire ici. On a parlé de responsabilité. Et je pense que c'est la grande leçon de Yom HaShoah. On a dit au début, on a montré ce texte, on a dit il faut faire un grand monument avec des bonnes actions. Il faut avoir la responsabilité le jour de Yom HaShoah. Et quand vous prenez le mot Achayut en hébreu, c'est exactement ce que ce mot-là essaye de nous expliquer. Alors, pour des gens qui ont l'habitude de m'écouter, je parle très très souvent de ça, mais là, j'ai l'occasion peut-être de parler à des gens qui m'ont pas encore entendu sur ça. Alors je fais un peu le rôle du prof d'ivrite, hein, je vole ça un peu à Anat, mais c'est pas grave, elle va pas m'en vouloir. Et quand vous regardez ce mot achayut, alors ça commence par le aleph. Alors la responsabilité en hébreu, ça commence par le 1, valeur numérique 1, le aleph, par moi, Annie. On peut pas dire aux gens va faire ça si toi tu n'es pas capable de le faire toi-même. Ça c'est pas possible. Alors ça commence par le aleph. Ensuite, lorsqu'on parle de responsabilité, on doit également se tourner vers nos frères, ce qu'on appelle le ach, les gens qu'on considère comme étant nos frères. Ce n'est pas toujours facile de s'occuper de nos frères. Et dans la période qu'on vit, c'est peut-être pas facile, parce qu'il y a des gens qui sont tout seuls, et peut-être que certains d'entre vous qui écoutez maintenant, ils sont peut-être aussi tout seuls. Mais il faut être capable de sortir vers son frère et d'aider son frère. C'est ça aussi la responsabilité. La troisième étape de la responsabilité, c'est acher, s'occuper de l'autre. Et ça, c'est très difficile. Parce que parfois, il y a des gens, soit ils ne sont pas juifs, ou ils sont juifs israéliens, mais ils comprendraient en français. Et moi, je n'ai rien à voir avec eux. Oui, mais quand on parle de responsabilité, il faut être capable d'essayer d'être responsable également de l'autre, ce qu'on appelle le acher. Ensuite, comme j'ai dit avant, il faut être capable de dire acharai, de dire après moi, de donner l'exemple. Vous savez, très souvent, on dit à l'armée israélienne, c'est quoi la différence? C'est que dans toutes les armées du monde, les commandants ils disent aux soldats, allez-y. Mais par contre, à l'armée israélienne, les commandants ils disent acharai, suivez-moi. Alors moi, je pensais que ça, c'était un peu un mythe, jusqu'au jour où j'étais à l'armée israélienne et je me suis rendu compte que c'était vrai, que les gens qui allaient en premier, c'était toujours les officiers et ils donnaient l'exemple. Et quand on parle de responsabilité, il faut être capable de dire acharai, après moi, donnez l'exemple. On a parlé un peu de Janusz Korczak qui était un éducateur, qui disait toujours ça à ses enfants. Il disait, pour que tu dises à quelqu'un de faire une chose, il faut que toi, avant, tu l'aies fait 100 fois, ou peut-être 1000 fois. Si tu n'es pas capable de donner l'exemple, alors ce n'est pas la peine de continuer. Ensuite, c'est acharav, après lui, ou après moi. Si moi, maintenant, j'essaye d'enseigner quelque chose, ou si Anat, elle essaye d'enseigner l'ivrite, alors c'est un peu démago ce que je veux dire, mais ce n'est pas grave, et que vous n'avez pas compris, alors ce n'est pas votre faute, c'est de la faute du prof, c'est de notre faute à nous. Donc il faut acharav après lui, après moi. Il faut que je sache que même quand moi je m'en allais, que vous ayez compris ce que j'ai voulu dire. Si Anat, elle vous fait un cours d'ivrite, il faut que quand le cours il est terminé, qu'une fois que Anat, elle continue à faire d'autres choses, qu'après le cours de Anat, vous continuez à comprendre donc également acharav.
Alors, quand on était jeune, il y avait une émission qui s'appelait Les chiffres et les lettres. On disait à la fin, le compte est bon. Et là, le compte est bon. Pourquoi le compte est bon? Parce qu'à la fin, on arrive à Achayout. On a commencé par la première lettre de l'alphabet qui est le Aleph. On a terminé par le Tav. Et donc, on arrive à cette idée de responsabilité de la Shoah. Donc, ce que j'ai voulu vous montrer ce soir, c'est un peu la vision qui est essayée de, grâce à cette, entre guillemets, grâce à cette soirée de Yom HaShoah et cette journée de Yom HaShoah, d'essayer de se poser des objectifs, de respecter le processus éducatif de chacun, de comprendre que la Shoah a une influence identitaire sur les gens, qu'il faut essayer d'humaniser, pas simplement allumer des bougies, mais essayer de donner un nom à chaque bougie, qu'il faut étudier des faits, même qu'on peut essayer, qu'il faut comprendre que la Shoah est quelque chose d'unique, qu'il faut essayer de lutter contre la déprofanisation de la Shoah, qu'il faut comprendre que la Shoah, c'est également un contexte. Le contexte est très important. On ne peut pas dire « Ah non, 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 c'est tombé n'importe comment ». Non, il y a des gens qui ont été responsables de ça. Et aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est également responsable de nos actes. Ce qu'on appelle la responsabilité collective. On a expliqué qu'il y a eu plusieurs résistances pendant la Shoah. C'est également aujourd'hui important. Et enfin, la responsabilité de transmettre. Donc, c'était un peu le message qu'on a essayé de transmettre ce soir de façon très différente. Anat à sa façon et moi à la mienne, mais d'essayer de vous dire que même dans cette période bizarre que nous vivons, d'essayer de prendre ces journées-là. Alors, ce n'est pas obligé de tout faire, mais d'essayer de réfléchir à un des objectifs, à une des choses qu'on a essayé d'expliquer et d'essayer dans cette journée-là de développer ça. Alors, pour terminer, on va terminer par une dernière chose, et là, on aura vraiment fini. On va lire deux textes. Deux textes qui ont été retrouvés, ça c'est extraordinaire, mais comme on vit en Israël aujourd'hui, alors c'est également peut-être important de les lire ce soir. C'est des textes qui ont été retrouvés, enterrés dans le camp de Birkenau. Alors pourquoi enterrés? Parce que dans le camp de Birkenau, il y avait ce qu'on appelait des gens qui étaient des Sonderkommando. Qui étaient les Sonderkommando? C'était des juifs qui avaient été déportés par les nazis, qui n'avaient pas été exterminés par les nazis et qui avaient le travail terrible de sortir le corps de leurs frères qui avaient été gazés et de les brûler dans les crématoires. Forcément, ce n'est pas les nazis qui faisaient ça. Ce sale travail de sortir les camps des chambres à gaz et les corps des chambres à gaz et de les brûler dans des crématoires. Les gens qui faisaient ça, c'était des juifs qui étaient forcément obligés de le faire par les nazis. Et certains d'entre eux ont écrit vraiment sur leurs témoignages et avant d'être eux-mêmes exterminés par les nazis, ont décidé de les enterrer dans le camp de Birkenau. Et lorsque le camp a été libéré par l'armée russe en 1945, bien après d'ailleurs, dans les fouilles qui ont été faites dans le camp, on a retrouvé ce qu'on appelle aujourd'hui les manuscrits des Sonderkommando. Et il y a écrit là-bas deux textes qui sont, à mon avis, extraordinaires, également lorsqu'on commémore aujourd'hui le Yom HaShoah qui a été décidé donc par l'État d'Israël au début des années 50. Le premier texte est le suivant. Vers la fin de l'année 1943, eut lieu l'événement suivant. Les nazis acheminèrent un groupe de 164 Polonais de la région, membres d'une organisation clandestine, vers les chambres à gaz. En même temps, plusieurs centaines de Juifs déportés des Pays-Bas. Une jeune Polonaise s'adressa soudain à tous ceux qui se tenaient tout nus. « À bas la barbarie hitlérienne !» Elle se tourna vers nous, les Juifs du Sonderkommando, et elle nous dit « Souvenez-vous que c'est sur vous que repose le devoir sacré de nous venger. » Les Polonais se mirent à genoux et firent une prière. Puis ils se levèrent et chantaient l'hymne polonais. Les Juifs debout chantaient la Hatikva. Et comme on parle également de chansons dans l'Ulpan de Anat, donc j'ai pensé que c'était également très émouvant, à mon avis, également de ramener ce texte-là. Le deuxième texte, qui fait partie, et le dernier pour ce soir, qui fait partie également des manuscrits des Sonderkommando qui ont été retrouvés. On nous explique que c'était à l'époque de Pessah, donc peut-être à l'époque, c'est maintenant l'époque de Pessah, là on est juste après. Au KL, ce qu'on appelle le KLR, c'est donc le camp de concentration, le camp de concentration de la guerre, donc le camp de concentration de Auschwitz, arriva un convoi en provenance de Vittel en France. Parmi les déportés se trouvait le rabbin de Bayonne, le rabbin Moïse Friedman. Il se déshabilla comme les autres. Puis entra un SS, un officier. Le rabbin le saisit par le col et lui dit en allemand « Vous », et le rabbin le saisit par le col et lui dit en allemand « Vous, les meurtriers de l'humanité, ne croyez pas que vous réussirez à supprimer notre peuple éternellement », c'est bien sûr le rabbin qui s'adresse aux nazis. Mais vous, assassins ignobles, vous allez le payer cher. Notre sang ne restera pas en paix. Tant que la colère et la destruction ne se déversera pas sur votre peuple et détruira votre sang animal. C'est donc forcément le rabbin qui s'adresse aux nazis. Il prononça ces paroles d'une voix forte et puissante, comme celle d'un lion.
C'est peut-être pour ça que j'aime ce texte, puisque mon prénom à moi, c'est Ariel, c'est peut-être une des raisons. Il remit son chapeau sur la tête et cria « Shema Israël ». On a commencé cette présentation avec le Shema Israël et le Shema Israël de Primo Levi. Et le texte nous dit ici « Tous reprirent ces mots et crièrent Shema Israël ». Et un enthousiasme étrange, issu d'une foi profonde, et Anat également parlé de la foi, s'empara de tous. Et je pense que quand on parle du passé, mais également lorsqu'on parle de l'avenir et de l'avenir de l'humanité, de l'avenir du peuple juif, il faut également parler de la foi. C'est également quelque chose qui est important, et de parler de la possibilité de continuer le schéma Israël, d'essayer de dire, d'essayer d'écouter, d'essayer d'enseigner, comme on a dit au début, d'essayer d'enseigner des valeurs. Voilà. Et pour terminer, on va écouter ensemble le chant de Sarit Haddad, Shema Israël. Shema Israël, Elokai, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עושה שלא אבחר. Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura. La journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme. Que la mémoire de ceux qui ont été exterminés soit bénie et éternelle.